On entend beaucoup parler tour du monde, road trip, en solo, en famille, pour aller à la découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures, faire de nouvelles rencontres. Alors besoin de déconnexion, de reconnexion avec l'autre, avec soi, ou tout simplement envie de découvrir de nouveaux horizons. C'est un peu l'histoire de Louise Boudot, mon invitée du jour. Cette jeune fille de 28 ans a voyagé entre la Vendée et la Chine durant 16 mois, avec pour seul compagnon son sac à dos. Mais alors, qu'est-ce qui pousse à se lancer dans une telle aventure? Louise nous dit tout. Bienvenue dans De Vive Voix, le podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de personnalités passionnées et passionnantes. De Vive Voix avec CDC Informatique. Louise, bonjour. Bonjour. Alors, tu as relié la Chine depuis la Vendée par voie terrestre. Alors, ça donne énormément de marches, des heures de stop, de bus, de train, des hébergements chez l'habitant. Je pense qu'on est quand même beaucoup à se dire qu'il y a beaucoup plus simple pour se rendre en Chine, hein, un petit billet d'avion peut-être. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet un peu fou? Du coup, je suis partie le 1er août 2023 de Vendée, de Château-Fromage exactement, mon village d'origine, avec pour objectif de relier la Chine à pied. Alors pourquoi ? Parce que j'ai toujours été un peu fascinée par ce pays. J'ai appris le chinois depuis la 4e au collège. Et j'étais déjà allée 2 fois avant en Chine, une fois pendant un échange scolaire au lycée, et puis après j'ai fait une partie de mes études là-bas. J'ai fait 6 mois de césure. Et c'est un peu là que l'idée est venue. En rentrant en France en avion, je me suis dit c'est fou parce que ça fait quand même 2 fois que je vais à l'autre bout du continent sans connaître aucun des pays qui séparent la France et la Chine. Et j'aimerais voir en fait concrètement comment on passe d'une culture chinoise à une culture française et vice-versa. Donc la seule solution que je voyais, c'est de le faire par voie terrestre. Et après est venu le projet de le faire à pied parce que pour moi, c'était la meilleure façon, la plus authentique et humble d'aller vers l'autre et de sortir des sentiers touristiques où là, le rapport à l'autre, il est très marchand, quoi. Moi, je voulais vraiment quelque chose de spontané, d'authentique et de humble dans la rencontre avec l'autre. Donc, je suis rentrée. Ça, c'était en 2019. Donc, j'ai fini mes études. J'ai pris un travail qui me passionnait. Donc, j'étais vraiment prise dans mon travail. Et en fait, après, c'est revenu, quoi. Il y a ça qui revient, ce rêve qui est enfoui, qui revient, qui devient hyper oppressant. Et je suis partie le 1er août, 1er août 2023, avec objectif d'y aller à pied. Les choses ont fait que j'ai pas tout fait à pied, mais je suis allée, j'ai fait quand même pas mal j'ai fait un peu plus de 4000 km à pied au total. Donc j'ai fait de la France à la Turquie tout à pied. Donc là, c'est toute l'Europe. Donc je traversais toute l'Italie et après tous les Balkans, donc Croatie, Slovénie, Bosnie, Serbie, Bulgarie. Et après, j'ai marché jusqu'à Istanbul. Donc là, il y a encore 300 km en Turquie. Et puis après, en fait, je traînais une douleur à la cheville et à Istanbul, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin et elle m'a dit là, c'est compliqué, quoi. Le tendon, il est hyper abîmé. Donc là, j'ai fait toute la Turquie en bus jusqu'à la Géorgie et là, j'ai repris la marche dans le Caucase, donc Géorgie, Arménie, tout ça à pied encore. Et après, j'ai traversé toute une partie en train, donc la Russie et le Kazakhstan pour arriver en Ouzbékistan. Là, j'ai repris un petit peu la marche et puis après, j'ai relié la Chine, de l'Ouzbékistan à la Chine en stop, en bus, en train, parce que là, c'était des pays où marcher, ça devenait compliqué pour, en fait, un peu tout, quoi. L'environnement, le rapport à l'autre. Là, moi, j'ai eu pas mal de problématiques. Le désert, la chaleur. Donc là, j'ai fait un peu différemment. Et puis après, je suis rentrée en train, donc par la Mongolie, la Transsibérien, toute la Russie, puis l'Europe jusqu'en France. Voilà, donc un voyage de 16 mois au total. Comment ça s'organise du coup un voyage comme ça? Tes parcours étaient faits, tu savais exactement où est-ce que tu allais passer? Alors en fait, je m'étais fixé 4 grandes villes-étapes. C'était Venise, Istanbul, Samarcande en Ouzbékistan et Siyan, parce que je voulais suivre la route de la soie. Donc ça, c'était un peu mes grandes étapes globales. Et puis après, je me faisais des programmes sur 100-150 km qui représentaient pour moi une semaine de marche. Et j'avais une application de rando et je suivais un peu ça. Et je me réorientais aussi avec les locaux qui me disaient non, là, le chemin, il va pas être bon, etc. Donc, ouais, c'était toutes les semaines, je revoyais mon itinéraire. Et après, comment on se prépare on se prépare matériellement, logistiquement. J'ai fait beaucoup de recherches sur les pays que j'allais traverser, sur les climats. Quand est-ce qu'il fallait que je parte pour que ce soit mieux pour marcher. Je me suis entraînée, j'ai marché beaucoup avant de partir. Enfin, j'ai passé 2 mois, en fait, sans travailler et avant de partir pour vraiment bosser le truc à fond. Et après, psychologiquement, on se prépare pas. Enfin, je me suis rendu compte après qu'on a beau tout faire, ce qui va nous arriver, on n'en a aucune idée.
Et c'est un peu, c'est on vit au jour le jour. Donc il y a aussi tout un travail mental à faire on peut plus réfléchir sur le long terme parce que l'objectif chaque jour, c'est de trouver de l'eau, de la nourriture et un endroit pour dormir. Donc on est vraiment ancré dans le moment présent. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est des choses qui nous arrivent jamais dans nos vies de sédentaires parce qu'on réfléchit toujours à après, qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, etc. Là, je pouvais pas. En fait, c'était urgent de savoir qu'est-ce qui est arrivé à 1 kilomètre, etc. Donc il y a tout ça qui change et ça, j'avais pas du tout imaginé ça, quoi. Et comment on vit du coup 16 mois seul face à Ouais. l'inconnu finalement? Ouais. Alors la solitude, moi je l'ai pas trop sentie parce qu'en fait je dormais quasiment tous les soirs chez l'habitant, notamment en Europe où là j'ai marché tout pendant, donc 7 mois où je dormais tous les soirs chez l'autre. Donc en fait ça me demandait aussi énormément d'énergie d'aller à la rencontre de l'inconnu tout le temps. Donc la journée j'étais contente aussi de marcher toute seule pour un peu introspecter tout ça, prendre du recul sur ce que j'ai vécu. Et puis en fait moi le fait d'être toute seule, ça force aussi la rencontre. Parce que du coup, les gens viennent plus facilement vers moi et moi, j'allais plus facilement vers les autres. Donc, j'ai rarement senti la solitude. La solitude, c'est plus à Istanbul quand j'ai dû m'arrêter 1 semaine dans un Airbnb pour m'aliter. Bon, là, c'est compliqué, quoi. Ou alors, quand c'était vraiment dans des pays loin où là, je me prenais des chocs culturels énormes et que j'avais personne avec qui échanger sur ces sujets-là, là, c'était dur. Mais sinon, en tant que moi, solitaire, je l'ai pas mal vécu, quoi. C'est plus dans le rapport aux autres, évidemment, que tout change, quoi, quand on est seul. Quand on est une femme seule. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu retiendras justement de ce voyage? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, ça m'a apporté. J'ai l'impression d'avoir mûri, d'avoir pris 10 ans en 1 an déjà. Et est-ce que la belle surprise, c'est que ça a été finalement très facile de rencontrer l'autre. Et à l'échelle micro, le rapport à l'autre, il est exceptionnel, quoi. Enfin, franchement, les gens sont hyper accueillants. Dans tous les pays que j'ai traversés, j'ai jamais eu de problématique pour trouver l'hébergement. Ça a dû arriver 2 fois que j'ai été refusée. J'ai eu plein de refus, mais je finissais toujours par trouver quelqu'un. Donc ça, dans le rapport à l'autre en 1-1, c'est exceptionnel ce qui peut se passer, quoi. Après, à l'échelle globale, j'ai pris conscience que j'étais une femme et que être une femme en 2025, ça reste hyper problématique et que je suis encore traitée comme une minorité, alors qu'on représente quand même 50% de la population globale. Et ça a été un bouleversement psychologique. Enfin, ça a été un vrai choc, quoi, de subir, d'être conditionnée par l'homme en permanence. Et en fait, la non-possibilité d'être une femme dans l'espace en tant que corps, quoi. Enfin, moi, du coup, j'analyse beaucoup ça par rapport au corps et que l'espace, il est complètement conditionné et que ça a été traumatique, en fait, vraiment traumatique, quoi. Et du coup, ta condition de femme, tu penses que ça a été un frein? Enfin, où tu veux justement que ce ne soit pas un frein? C'est pour ça que tu t'es lancée un peu dans cette Oui, aventure? ouais, moi, j'idéalisais beaucoup, en fait. Je me disais, c'est pas parce que je suis une femme que je vais être conditionnée, enfin, je peux le faire, quoi. Il y a pas de raison que je le fasse pas. Et je vais pas m'empêcher de le faire parce que je suis une femme. En fait, dans les faits, ça limite quand même pas mal de choses, quoi. Donc, il y a quelque chose de positif, c'est l'accueil de l'autre. Il est beaucoup plus facile parce qu'on a moins peur de moi. Parce que je suis une femme, je suis toute seule, je fais 1m55. Bon, je suis pas hyper impressionnante physiquement, quoi. Donc, les familles, ils avaient pas trop peur de m'accueillir chez eux. Donc ça, c'est le point positif d'être une femme. Pour le reste, dans l'espace extérieur, là, ça a jamais été très positif, quoi. Je faisais toujours attention à comment j'étais habillée. J'avais des vêtements très amples pour cacher le plus possible mon corps. À partir de l'Arménie, j'avais tout le temps un voile sur la tête. Enfin, c'était vraiment lourd, quoi, lourd à porter. Tu t'es sentie obligée en fait de... Ouais, je me suis sentie obligée de le faire, ouais. 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 Alors que c'est pas obligatoire. J'ai traversé aucun pays où c'est obligatoire, le port du voile est obligatoire. Aucun. Mais moi, je me sentais obligée de le faire pour me protéger le plus possible, quoi. Et justement, est-ce que tu as été contrainte et que tu as été, je sais pas, devant des situations où vraiment tu as eu peur, tu t'es dit, oula, là, c'était vraiment pas une bonne idée Ouais, bah, il y a eu plein de petites agressions, plus petites ou grandes agressions au cours du voyage. Donc ça a commencé dès l'Europe. Il y en a, j'arrivais à les gérer. Je me disais, c'est pas grave, enfin, c'est pas important. Je les analysais pas trop et comme des agressions. Et après, il y en a eu une plus compliquée en Ouzbékistan où là, j'étais vraiment au milieu du désert. Et là, je me retrouve face à un homme qui s'exhibe devant moi, etc. Et là, j'ai peur parce que je me dis, ça peut aller très loin. Et je connais pas la langue du pays, je sais pas vers qui me tourner. Alors qu'en Europe, je me sentais encore assez proche de la France, en fait. Ouais. Alors que c'est hyper psychologique parce que finalement, j'allais pas rentrer 2 jours après. Mais là, je suis au milieu de nulle part. Là, j'ai eu peur, ouais. Là, j'ai eu vraiment peur. Et incroyable chance. J'ai été accueillie par une maison où il y avait que des femmes ce soir-là. Donc là, c'était exceptionnel. Là, je me suis vraiment reposée, quoi. J'étais en confiance. Je me suis dit, là, c'est un cadeau, quoi. Je suis qu'avec des femmes.
Et j'ai essayé de leur raconter ce qui venait de se passer et c'était pas imaginable en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi intéressant. Quand je leur explique, elles me disent mais non, c'est pas possible, les hommes ils font pas ça chez nous. Bah en fait si, Ouais. et ils le font partout. C'est pas parce qu'il est ouzbek, c'est parce qu'il est un homme en fait. Ouais. Et ça, c'était aussi hyper intéressant de discuter avec d'autres femmes qui comprenaient pas que ça a pu arriver et ouais, témoigner ça n'a pas toujours été évident quoi. Mais ouais, j'ai vraiment eu peur. Et en même temps, il y a quelque chose, je pense que c'est un peu un instinct de survie j'ai pas peur au moment de l'action. Il est en face de moi, il y a mon cerveau qui me dit ok, donc là tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et j'ai pas peur. Et c'est après, 10 minutes après, quand il est parti, que je me retrouve toute seule, où là je m'écroule, où je me dis mais en fait c'est hyper grave ce qui s'est passé, ça aurait pu aller super loin quoi. Donc il y a aussi, j'ai ressenti ça, un espèce d'instinct en nous, un truc hyper archaïque de cet instinct de survie, de défense quoi. Donc ton voyage, ça a été vraiment, comme tu dis, à la rencontre de beaucoup de gens, de populations différentes. Bon là, malheureusement, tu as raconté une anecdote qui n'est pas très positive, mais bon, je pense que tu as beaucoup d'anecdotes beaucoup plus sympathiques, peut-être quelque chose d'assez drôle qui t'est arrivé ou quelque chose de très touchant, justement. Bah, dans ce qui est touchant, en fait, moi, j'ai été hyper surprise parfois, dans des foyers, de me sentir complètement chez moi, alors que je ne connaissais absolument pas ces gens. Enfin, je me rappelle d'une famille, notamment en Géorgie, où je rencontre un gars à peu près de mon âge dans la rue, qui me propose tout de suite d'aller chez lui. Il me dit qu'il vit avec sa famille, etc. Et j'arrive, et en fait, le temps qu'on fasse la route, il avait appelé sa mère pour la prévenir qu'il arrivait avec une touriste, parce qu'il m'appelait touriste. Hein. Et j'arrive avec une touriste, et on arrive, et en fait, toute la famille était sur le paillasson, les bras ouverts, comme si j'étais attendue, quoi. Et ça, c'est exceptionnel, parce que, en fait, ça fait 5 minutes qu'elle est au courant que j'arrive, et je suis restée, du coup, 2 jours chez eux, et ça, je l'ai très peu fait, mais là, je suis restée plus longtemps. Et ils m'ont accueillie comme si j'étais une fille, leur sœur. Enfin, c'était exceptionnel, quoi. Et moi, je me suis sentie chez moi tout de suite, alors que déjà, la parole était hyper... personne parlait anglais. Et moi, je comprenais très peu le géorgien. À ce moment-là, c'est au début de la Géorgie. Ouais. Donc, le rapport était vraiment très peu langagier, mais la communication, elle était autrement, quoi. Et ça a été exceptionnel, vraiment... Et ça, c'est arrivé 2-3 fois pendant mon voyage, une autre fois en Bosnie, pareil, et en Serbie. Enfin, j'ai 3 familles précises dans la tête où je me dis, mais ce qui s'est passé à ce moment-là, ça me dépasse complètement, quoi. Et c'est une force maintenant en moi de savoir que c'est possible et de vivre avec ça. C'est fou ce que ces gens m'ont apporté, quoi. Et justement, donc les gens t'ont beaucoup apporté. Est-ce que tu penses que tu leur as apporté quelque chose ? Bah, j'espère évidemment. Oui, après, y a des personnes qui sont jamais sorties de leur pays, par exemple. Donc moi, j'apportais le voyage aussi, de discuter avec moi, en fait, comment ça se passe en France. Et puis, ils avaient besoin de me témoigner aussi ce qu'ils vivent eux au quotidien pour faire un peu un parallèle avec la France. Ouais, ils étaient trop contents. Il y a une maman, je me rappelle en Turquie, une maman qui m'a remerciée d'avoir inspiré sa petite fille parce que du coup, ça montre que c'est possible de sortir de son quotidien pour faire autre chose, etc. Enfin, il y a des mamans qui m'ont vraiment touchée, quoi, en disant j'espère que mes filles elles feront ça un jour. Enfin, quand il y a une maman qui m'a dit ça, ça m'a bouleversée parce que c'était plutôt l'inverse qu'on me disait, que c'est hyper dangereux. Et là, une maman qui me dit ça, waouh, je me suis dit trop chouette, quoi, parce que peut-être que demain, je sais pas, dans 10 ans, elles vont peut-être penser à moi qui sont passées chez eux un jour et trop bien, quoi. Et puis après, il y avait des femmes ou des hommes qui me racontaient des choses hyper personnelles de leur vie. Et moi, je partais avec ça, des choses que même leur famille ne savait pas, sur leur histoire personnelle de famille, de vie. Et ça, c'est aussi exceptionnel, quoi. Et ce voyage, justement, il te donne envie de faire des choses concrètes, par exemple, pour des gens que tu as pu rencontrer où tu repars vraiment en te disant, bon, bah voilà, j'ai rencontré, c'était un instant T et... Ouais, mais ça, c'est encore en process un peu dans mon esprit. Là, j'écris un livre, donc ça me permet de poser un peu tout ça sur papier et de structurer dans mon cerveau aussi ce que je veux en faire de tout ça. Moi, je pense que là, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait en tant que femme et pour les femmes dans le monde aujourd'hui. Comment on change ça, comment on évolue. Enfin, moi, je veux vraiment être actrice de ça dans ma vie, quoi. Je changerai pas les choses toute seule, mais j'ai envie que ma vie serve à ça aussi, quoi. Donc tout ça, c'est en process dans ma tête, mais c'est encore tôt, quoi, pour imaginer quelque chose de grand, mais voilà, j'y réfléchis. D'accord. Et du coup, il y a un après, tu es prête à repartir, à remettre ton sac à dos sur le dos si l'occasion... Ouais, de plus en plus. Au début, je m'étais dit, je repartirai pas, c'est bon, là, c'est fait, ça m'a trop demandé, en fait, parce que c'est quand même hyper intense.
Là, plus le temps passe, plus je me dis, en fait, il va falloir que je reparte, quoi. Parce que j'ai quand même des petites frustrations pendant le voyage. La Turquie, de l'avoir fait en bus, ça, c'est une énorme frustration pour moi, parce que c'était complètement subi. Donc là, je me dis, la prochaine fois que je pars de Istanbul, je vais à Istanbul en train, par exemple, et je pars de Istanbul et je vais à pied en Géorgie, parce que cette partie-là, je l'ai vue qu'en bus. Donc le rapport est différent. Après, il y a toute une zone. Bon, aujourd'hui, c'est hyper compliqué d'y aller, mais l'Iran, c'est une grande frustration de ne pas être allé aussi là-bas, quoi. Et je me dis, un jour, j'ai envie d'aller en Iran, parce que apparemment, c'est le pays le plus hospitalier du monde. Enfin, les gens que j'ai rencontrés sur la route et qui étaient passés par l'Iran, mais ils m'ont dit, mais en fait, c'est exceptionnel comme pays, quoi. Après, la condition féminine là-bas est pas. Ouais, bien sûr. Mais là-bas, il y a aussi beaucoup de femmes qui. J'ai rencontré beaucoup d'Iraniennes en Turquie et elles sont hyper inspirantes, ces nanas-là, parce que. Ce qu'elle me dit, c'est que moi. C'était hyper perturbant, quoi. Des femmes qui risquent leur vie. Enfin. Mais nous, on est à des kilomètres de ça, quoi. Justement, après un voyage comme ça, comment tu te réacclimates à, en fait, un peu notre petite vie confort, finalement, en France? C'est un peu compliqué. Ouais, après, j'étais contente de rentrer, parce qu'à la fin, j'avais besoin de rentrer. Donc, j'étais contente aussi de retrouver un espèce de cocon sécuritaire, quoi. OK, c'est bon, je suis avec ma famille, je suis avec mes amis, je suis dans un climat que je connais, dans une société dont je connais les fonctionnements. Un truc assez marrant, mais je me rappelle, je suis arrivée chez une amie à Paris, là, et on regarde le JT à la télé, mais de comprendre en français, mais c'était exceptionnel. Enfin, elle se moquait de moi, mais c'était... Donc, en fait, retrouver une bulle de... En fait, il n'y a plus de difficulté, quoi. Tout est hyper facile. Donc ça, c'est très nouveau, mais tout est hyper facile, là, pour moi. Enfin, je vois pas trop de difficultés dans ma vie. Après, retomber dans un rythme de vie où il faut aller au travail toute la journée, etc., machin, ça, il va falloir que j'y retourne, là. Mais ça, c'est compliqué, quoi. Donc, oui, parce que, en fait, prendre du recul sur tout ça, c'est voir le monde un peu global. Enfin, le monde, j'ai vu que une partie de l'Europe et de l'Asie, mais de voir ça d'un point de vue global et de replonger dedans, c'est pas simple. Ouais. Et donc, du coup, la suite, donc un livre? Ouais, là, je suis en train d'écrire un livre que j'aimerais bien sortir l'année prochaine. Et puis après, là, dans l'absolu, ce serait de trouver un travail quand même. Parce que... Et moi, je travaille dans l'accompagnement des personnes réfugiées, donc c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur, et encore plus maintenant, après avoir vu concrètement sur la route, quoi. Parce que, en fait, en Europe, j'ai suivi la route des Balkans, donc c'est la fameuse route migratoire. Et là, je suis confrontée à ça concrètement. J'ai passé des nuits en garde à vue parce qu'on a cru que j'étais une migrante. Enfin, là, c'est bouleversant, quoi, de se dire... En fait, c'est ça, leur quotidien, quoi. Et moi, ça me fait rire, en fait, d'être en garde à vue parce que je sais que ça va pas... il va rien se passer. Ça. En fait, c'est pas drôle, quoi, pour d'autres. Donc là, ça me bouleverse encore plus, quoi. Puis voir les conditions de vie dans ces pays, mais en fait, je comprends. Enfin, moi, si j'étais née en Afghanistan ou en Iran, mais je serais déjà partie en Europe. Enfin, c'est évident, quoi. Donc, il y a toujours cette volonté d'accueillir au mieux ici et... de comprendre encore plus pourquoi on fuit des pays comme ça, quoi. Et du coup, un dernier mot pour clore un peu le podcast. Qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être à des femmes qui, justement, n'osent pas se lancer dans des aventures telles que la tienne? Bon, peut-être à plus petite échelle, mais je ne sais pas, qui n'osent pas ou qui... pour les inspirer. Je leur dirais, faut pas minimiser la difficulté quand même, mais ça vaut le coup, quoi. Franchement, ça vaut le coup et il faut aller vers l'autre, il faut aller vers les femmes et quand il y a des femmes partout, en fait. On est certes dans l'espace extérieur, c'est plutôt des hommes, mais il y a des femmes partout. Et il faut y aller et c'est nous, justement, en osant, on va bouger les choses en osant, quoi, en osant partir. Un très grand merci Louise pour cet échange. Donc à travers ton témoignage, on voit que beaucoup de choses restent à faire en matière de conditions féminines. Mais si j'ai bien compris et si je dois retenir quelque chose de ce podcast, c'est qu'il faut oser. Alors osons en tant que femmes se lancer dans des défis un peu fous. Merci. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de Vive Voix sur vos plateformes de streaming préférées. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. De Vive Voix avec CDC Informatique.